Un millionnaire stérile est sauvé par une mendiante considérée comme laide. Lors d'une nuit inattendue, il couche avec elle et disparaît. Des mois plus tard, elle réapparaît enceinte de triplés. De lui, l'homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant fait maintenant face à un miracle choquant. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. L'horloge marquait 3 heures du matin quand Antoine Moreau quitta son bureau situé dans le penthouse de l'immeuble le plus imposant de Paris. Ses pas résonnaient dans les couloirs vides de l'empire qu'il avait bâti, Moreau Technologies, l'entreprise qui avait révolutionné le marché de la technologie en France et en Europe. À 42 ans, c'était un homme qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il portait en lui un vide qu'aucun compte en banque ne pouvait combler. En entrant dans son triplex du Marais, il trouva Claire, son épouse, assise dans l'obscurité du salon. L'atmosphère pesante qui les entourait depuis des mois semblait encore plus dense cette nuit-là. Elle tenait entre ses mains les résultats d'un nouveau traitement de fécondation infructueux. « Tu ne me donneras jamais d'enfant ». Ces mots tranchèrent le silence comme des lames. « Quel genre d'homme es-tu, Antoine? Tu ne peux même pas faire ça correctement. » L'homme d'affaires resta silencieux, ces mots le transperçant jusqu'au plus profond de son être. Après 5 années de tentatives, de consultations avec les meilleurs spécialistes du monde et de traitements expérimentaux coûteux, le diagnostic d'infertilité pesait comme une sentence définitive. « Claire, nous pourrions envisager d'autres options. Il y a tant d'enfants qui ont besoin d'un foyer, » tenta-t-il d'argumenter, mais sa voix trahissait la lassitude d'une discussion répétée depuis des années. « D'autres options ?» Elle rit avec amertume. « Je ne veux pas d'autres options, Antoine. Je veux un enfant de toi, de ton sang. Mais tu ne peux pas me donner ça, n'est-ce pas? Le grand Antoine Moreau, le milliardaire qui a tout, est incapable de faire la seule chose qui compte vraiment. » Les humiliations quotidiennes étaient redevenues une routine. Le mariage, autrefois une alliance de réussite et de complicité, s'était transformé en une arène d'accusations voilées et de regards méprisants. Claire, qui autrefois l'admirait et le soutenait, semblait maintenant trouver du plaisir à le rabaisser, comme si son incapacité à concevoir un enfant le rendait indigne de respect. Le lendemain matin, Antoine se réveilla au son des portes qui claquaient et des valises traînées. Claire partait, ne laissant qu'une lettre sur la table du salon. Les mots qu'elle contenait étaient comme du venin. Accusations, insultes et la confirmation qu'elle ne pouvait rester mariée à un demi-homme. Le scandale du divorce fit la une des journaux pendant des semaines. La presse spécula sur les raisons, mais Antoine garda le silence, protégeant non seulement sa vie privée, mais aussi le dernier fragment de dignité qui lui restait. Pour le monde extérieur, il restait le même titan des affaires, le visionnaire qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Mais intérieurement, quelque chose s'était brisé irrémédiablement. Incapable de supporter le vide de l'appartement qu'il avait partagé avec Claire, Antoine se réfugia dans sa maison de plage, isolée sur la côte nord de Paris. Là, entre le bruit des vagues et le silence des murs qui ne le jugeaient pas, il tentait de reconstituer les morceaux de son estime de soi brisée. Les jours s'étiraient dans une routine solitaire. Les réunions du conseil et les décisions importantes de l'entreprise étaient conduites par visioconférence. Son seul contact humain était avec les employés qui entretenèrent la propriété, et même ainsi, cela se limitait au strict nécessaire. Un après-midi particulièrement difficile, lorsque les souvenirs et les paroles cruelles de Claire semblaient plus lourds que d'habitude, Antoine décida de prendre son jet-ski. Le ciel nuageux et la mer agitée auraient dû l'alerter du danger, mais à ce moment-là, le chaos intérieur qui le consumait était plus fort que toute préoccupation pour sa sécurité. Il accéléra vers l'horizon, comme s'il pouvait laisser derrière lui non seulement la côte, mais aussi tout le poids qu'il portait. Le vent cinglant sur son visage et le bruit du moteur étaient les bienvenus. Tout valait mieux que le silence assourdissant de ses pensées. C'est alors qu'à des kilomètres de la côte, le moteur commença à faiblir. Le carburant était épuisé. Antoine se retrouva à la dérive, sous un soleil implacable qui perçait désormais les nuages. Ses tentatives d'utiliser son téléphone furent inutiles. Il n'y avait aucun signal à cette distance de la côte. Les heures s'écoulèrent lentement, tandis que les vagues le poussaient de plus en plus vers le large. La soif commença à le torturer, et la chaleur brûlante faisait palpiter sa tête.
Ses forces abandonnaient peu à peu son corps, tandis que des pensées sombres envahissaient son esprit. Peut-être était-ce le destin qu'il méritait. Disparaître en silence, emportant avec lui toute la honte et la frustration qui le dévorait. Lorsque sa conscience commença à lui échapper, Antoine entrevit une dernière fois le ciel bleu au-dessus de lui, sentant les vagues bercer son corps comme un berceau cruel. Le monde s'assombrit et il se laissa aller à l'étreinte froide de la mer. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Le lendemain matin, une silhouette solitaire marchait le long de la plage déserte. Élodie, comme elle s'appelait, scrutait le sable à la recherche de quelque chose à vendre ou à manger. Ses taux, longs cheveux ébouriffés, cachaient en partie son visage, et ses vêtements usés trahissaient sa condition de sans-abri. Mais ses yeux verts, encore brillants, gardaient une histoire que peu connaissaient. Des années plus tôt, Élodie avait été une étudiante en médecine prometteuse. Intelligente et dévouée, elle était en dernière année de faculté lorsque sa vie s'était effondrée. Un système de falsification de dossiers dans l'hôpital universitaire, où elle effectuait son stage, l'avait injustement impliquée. Bien qu'innocente, elle avait été renvoyée de l'université et son nom avait été sali au point qu'elle n'avait jamais pu reprendre ses études ou trouver un emploi décent. Ce matin-là, quelque chose attira son attention parmi les vagues, un corps inerte porté par la marée. Sans hésiter, Élodie courut vers l'eau. Des années de vie dans la rue n'avaient pas effacé ses instincts de secouriste. Avec une force qu'elle ignorait posséder, elle traîna l'homme inconscient jusqu'à son abri improvisé, une structure précaire faite de bâches et de morceaux de bois trouvés çà et là. Avec soin, elle examina ses signes vitaux. L'homme était vivant mais gravement déshydraté. Avec une bouteille d'eau qu'elle gardait comme un trésor, elle commença à l'hydrater petit à petit. Ses mains, marquées par une vie difficile, bougeaient avec la précision de quelqu'un qui avait un jour rêvé de sauver des vies. Quand Antoine ouvrit enfin les yeux, il se retrouva dans un environnement qu'il n'aurait jamais imaginé. L'odeur de l'air marin se mêlait à celle du bois ancien et de la toile. À travers les interstices du toit improvisé, des rayons de soleil dessinaient des motifs curieux sur le sol de sable. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce furent les yeux verts qu'il observait avec une inquiétude sincère. « Où suis-je » Sa voix était rauque. « En sécurité » répondit Élodie, lui tendant encore un peu d'eau. « Je vous ai trouvé sur la plage ce matin. Vous étiez très déshydraté. » Antoine essaya de s'asseoir, mais un vertige le fit reculer. Élodie le soutint avec des gestes fermes et doux. « Doucement » conseilla-t-elle. « Votre corps est encore en train de récupérer. » Les jours suivants, Antoine resta dans l'abri d'Élodie, reprenant des forces. Il observait, fasciné, comment cette femme qui n'avait rien prenait soin de lui avec tant de dignité et de savoir-faire. Elle nettoyait ses blessures avec de l'eau de mer, appliquait des compresses d'algues pour réduire l'inflammation et vérifiait ses signes vitaux, avec la régularité d'une professionnelle. La nuit, quand le froid de la plage s'intensifiait, il parlait. Élodie ne lui demanda jamais qui il était, et Antoine ne mentionna jamais sa véritable identité. Là, dépouillé de son statut et de sa fortune, il n'était qu'un homme soigné par un autre être humain, sans intérêt ni arrière-pensée. Une nuit, alors qu'il partageait un café préparé dans une boîte improvisée, Élodie raconta son histoire, la façon dont elle parlait de médecine, ses yeux brillants en expliquant les procédures et la terminologie, révélait une passion que même des années de malheur n'avaient pu éteindre. La nuit tombait sur la plage, et la tempête qui approchait rendait l'air dense et électrique. Antoine et Élodie s'abritaient sous la structure improvisée, tandis que le vent hurlait à travers les interstices de la toile. La proximité forcée par la tempête créait une atmosphère intime, presque magique. « Comment avez-vous appris autant sur la médecine ?» demanda Antoine, observant Élodie préparer une infusion avec des herbes qu'elle avait ramassées plus tôt. Élodie hésita un instant, les yeux fixés sur le petit feu qui les réchauffait. « J'étais en dernière année de médecine quand tout s'est effondré, » commença-t-elle, sa voix chargée de souvenirs douloureux. « J'étais l'une des meilleures étudiantes, vous savez. J'avais même une proposition pour un internat dans un hôpital renommé. » Antoine écoutait attentivement, percevant pour la première fois la profondeur de la douleur derrière ses yeux verts. Élodie poursuivit son récit, décrivant comment elle avait été faussement accusée d'avoir participé à un système de falsification de dossiers à l'hôpital universitaire. « On n'a jamais découvert qui était vraiment derrière tout ça, » soupira-t-elle. « En quelques jours, j'ai tout perdu. Ma réputation, mes rêves, ma dignité.
personne n'a voulu m'écouter. Personne n'a cru en mon innocence. La pluie redoublait dehors, mais à l'intérieur de l'abri, quelque chose de plus fort que la tempête se développait. Antoine sentait son cœur se serrer à chacun de ces mots. Comment le destin pouvait-il être si cruel envers quelqu'un qui ne voulait que faire le bien? J'ai essayé de recommencer dans d'autres villes, continua Élodie, mais le scandale me suivait. Peu à peu, j'ai tout perdu. L'argent a disparu, les amis aussi, et avant que je m'en rende compte, la rue était devenue mon foyer. Un coup de tonnerre particulièrement violent fit trembler la structure. Élodie se rapprocha instinctivement d'Antoine, et lui, sans réfléchir, l'enlaça. La chaleur du contact humain, dont tous deux avaient été privés depuis si longtemps, était réconfortante. « Mais vous n'avez pas perdu vos connaissances, » observa Antoine doucement, « ni votre compassion. Même après tout ce que vous avez traversé, vous aidez encore les gens. » Élodie sourit tristement. « C'est la seule chose qu'ils n'ont pas pu me prendre. Ici, sur la plage, je m'occupe des autres sans-abri, des pêcheurs blessés, de tous ceux qui en ont besoin. Je n'ai ni équipement ni médicaments, mais je fais ce que je peux avec ce que la nature offre. » La tempête faisait rage dehors, mais dans l'abri, une connexion profonde s'établissait. Deux âmes blessées trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Antoine réalisa qu'il ne s'était jamais senti aussi vrai, aussi humain, qu'à cet instant. « Vous savez ce qu'il y a de plus. »« Véronique, » poursuivit Élodie, ses yeux reflétant les flammes du petit feu. « Même après toutes ces années, je rêve encore de médecine. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit en pensant que je suis de garde à l'hôpital. » Antoine la regardait, émerveillé par sa force intérieure. Cette femme, que la société avait rejetée comme invisible, portait en elle un trésor de savoir et d'humanité que bien des réussites n'auraient jamais. La nuit avançait, et la proximité entre eux grandissait. Il y avait quelque chose de magnétique dans l'air, une chimie impossible à ignorer. Antoine se surprit à admirer les traits délicats d'Élodie, partiellement éclairés par le feu. Derrière son apparence marquée par la vie dans la rue, se cachait une beauté naturelle, une dignité qu'aucune adversité n'avait pu effacer. Élodie, quant à elle, se sentait étrangement à l'aise avec cet homme mystérieux. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de force et de vulnérabilité qui l'intriguait. Il ne la traitait pas avec le mépris ou la pitié qu'elle avait l'habitude de recevoir. Dans ses yeux, elle trouvait du respect et un intérêt sincère. « Pourquoi étiez-vous en mer ce jour-là » finit-elle par demander, rompant un long silence. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Comment expliquer le désespoir qui l'avait conduit à cette situation? Comment révéler ses propres blessures sans dévoiler sa véritable identité? « Je fuyais, » répondit-il simplement. « De moi-même peut-être, ou d'une vie qui n'avait plus de sens. » Élodie hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. Elle aussi avait tenté de fuir sa réalité, bien que de manière différente. Un nouvel éclair de tonnerre gronda, et la pluie s'intensifia encore. Élodie se leva pour vérifier si la bâche tenait bien, mais trébucha sur un morceau de bois. Antoine la rattrapa avant qu'elle ne tombe, et leurs visages se retrouvèrent dangereusement proches. Le temps sembla s'arrêter. Le bruit de la tempête disparut, et tout ce qui existait était ce moment, cette connexion électrique entre deux êtres que le destin avait réunis de la manière la plus improbable. L'aube apporta avec elle la clarté d'une nuit qui changerait à jamais leur vie. Antoine et Élodie s'étaient abandonnés à un moment de passion aussi intense qu'inattendu. La chaleur de leur corps et la sincérité de leurs âmes avaient créé un lien qui transcendait leur réalité sociale différente. Alors que le soleil se levait à l'horizon, Antoine observait Élodie endormie. Ses cheveux, bien qu'ébouriffés, encadraient son visage d'une beauté naturelle qu'aucune après ne pourrait reproduire. Son cœur était déchiré entre la paix qu'il ressentait là et la conscience qu'il devait retourner à sa réalité. Son téléphone, miraculeusement préservé dans un sac étanche, se mit à vibrer sans relâche dès qu'il capta du réseau. Des dizaines de messages et d'appels manqués de son équipe, inquiètes de sa disparition. Moreau Technologies traversait une crise qui exigeait sa présence immédiate. Élodie se réveilla au son des notifications. Ses yeux croisèrent ceux d'Antoine et un sourire timide illumina son visage. Mais elle remarqua vite le changement, dans son expression. « Tu dois y aller, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, sans accusation dans sa voix. Antoine hocha la tête, le poids de la réalité retombant sur ses épaules. « Oui,
répondit-il avec regret. Mais je veux t'aider avant de partir. Je peux te trouver un logement, des ressources pour recommencer. Élodie se leva, ajustant ses vêtements simples avec dignité. Ce n'est pas nécessaire. Je ne t'ai pas sauvé en attendant quelque chose en retour. Je sais, insista-t-il en se rapprochant d'elle. Mais tu mérites une chance de reconstruire ta vie. Laisse-moi t'aider. De la poche de son bermuda encore humide, il sortit une carte avec son numéro personnel et une liasse de billets. Élodie regarda l'argent avec un mélange d'hésitation et de fierté blessée. « S'il te plaît, » supplia Antoine en lui mettant la carte et l'argent dans les mains. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Promets-le-moi. » Élodie rangea la carte, mais son regard trahissait qu'elle ne croyait pas vraiment à cette promesse. Elle avait déjà connu des gens riches auparavant, qui proposèrent leur aide sur le moment, mais disparaissaient dès qu'ils retournaient dans leur monde de privilèges. Antoine commanda une voiture via une application et attendit au bord de la route. Avant de partir, il retourna une dernière fois vers l'abri. Élodie lui tournait le dos, rangeant ses quelques affaires comme pour s'occuper l'esprit et éviter de penser à l'adieu. « Élodie » appela-t-il doucement. Elle se retourna et Antoine vit des larmes retenues dans ses yeux verts. Sans un mot, il la serra fort contre lui, essayant de transmettre dans ce geste tout ce qu'il ne parvenait pas à exprimer. « Merci de m'avoir sauvé la vie », murmura-t-il à son oreille, « de m'avoir montré qu'il existe encore de la vraie bonté dans ce monde. » Élodie le serra à son tour, s'autorisant un dernier moment de vulnérabilité. « Merci de m'avoir fait me sentir visible à nouveau », répondit-elle à voix basse. Le son du klaxon brisa le moment. Antoine s'éloigna à contre-cœur, gravant dans sa mémoire chaque détail de cette femme extraordinaire que le destin avait placée sur son chemin. Tandis que la voiture s'éloignait sur le chemin de terre, Antoine regarda dans le rétroviseur. Élodie restait immobile sur la plage, sa silhouette solitaire se découpant contre la mer. Quelque chose en lui criait de faire demi-tour, de ne pas la laisser là, mais les responsabilités de sa vie le tiraient avec une force inexorable. De retour à la civilisation, Antoine se plongea dans ses obligations. L'entreprise réclamait toute son attention pour surmonter la crise, et les semaines se transformèrent en une suite floue de réunions, de décisions et de négociations. Mais ses pensées revenaient constamment à ses jours sur la plage, à la simplicité de l'abri de toile et surtout à ses yeux verts qui avaient vu son âme. Chaque soir, avant de dormir, il contemplait la mer depuis les fenêtres de son penthouse, se demandant comment allait Élodie. Il avait laissé des instructions à son équipe pour qu'elle soit prise en charge immédiatement si elle appelait, mais le téléphone restait silencieux. La carte avec son numéro, comme ses promesses, semblait avoir été emportée par le vent. Un mois après son retour, Antoine était dans son bureau chez Morrow Technologies lorsque sa secrétaire entra précipitamment. Une urgence à la maison de plage exigeait sa présence immédiate. Quelqu'un avait pénétré sur la propriété. Pendant le trajet, ses pensées se tournèrent inévitablement vers Élodie. Est-ce qu'elle fréquentait encore cette plage ? Avait-elle utilisé l'argent qu'il avait laissé pour recommencer ailleurs? Les questions sans réponse le tourmentaient. En arrivant sur les lieux, il trouva 2 gardes en train de maîtriser une femme qui se débattait. Son cœur s'arrêta lorsqu'il reconnut Élodie. Elle était encore plus maigre, pâle, et ses vêtements semblaient plus usés qu'avant. « Lâchez-la », ordonna Antoine en courant vers elle. Les gardes obéirent aussitôt, surpris par la réaction de leur patron. Élodie chancela et Antoine la retint avant qu'elle ne tombe. Son corps était brûlant de fièvre et elle avait du mal à garder les yeux ouverts. « Je suis désolée », murmura-t-elle d'une voix faible. « Je ne savais pas où aller. »« Chut, tout va bien », la rassura Antoine en la portant à l'intérieur de la maison. « Tu es en sécurité maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Antoine prit personnellement soin d'Élodie, lui rendant les soins qu'elle lui avait prodigués autrefois. Il fit appel aux meilleurs médecins qui diagnostiquèrent une pneumonie sévère, aggravée par des semaines d'exposition au froid et de malnutrition. Pendant sa convalescence, Élodie révéla qu'elle avait tenté d'utiliser l'argent qu'Antoine lui avait laissé pour louer une chambre modeste en ville, mais elle avait été escroquée par le propriétaire qui avait disparu avec le paiement anticipé. Sans alternative, elle était retournée à la plage, mais son abri avait été détruit par une tempête. « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt ?» demanda Antoine, lui tenant la main.
pendant qu'elle recevait une perfusion. Je n'ai pas cru que ton offre était sincère, avoua-t-elle, baissant les yeux. Les gens comme toi font des promesses en permanence à des gens comme moi. Rarement ils les tiennent. La sincérité de cette réponse frappa Antoine comme un coup de poing. Combien de fois avait-il lui-même fait des promesses en l'air, juste pour sauver les apparences? Au fur et à mesure qu'Élodie se rétablissait, Antoine passait de plus en plus de temps dans la maison de plage, gérant l'entreprise à distance. Il observait, émerveillé, comment elle recouvrait non seulement la santé, mais aussi sa confiance en elle. Avec une alimentation adaptée et des soins de base, sa beauté naturelle commençait à refleurir. Un après-midi, alors qu'il se promenait sur la plage, Élodie commença à se sentir mal. Des vertiges et des nausées soudaines la firent vaciller. Antoine l'emmena immédiatement à l'hôpital le plus proche, craignant une rechute de pneumonie. Après une série d'examens, le médecin demanda à Élodie un entretien privé. Antoine attendit anxieusement dans la salle d'attente, le cœur serré d'inquiétude. Quand elle sortit du cabinet, son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Antoine, lui tenant les épaules. « C'est grave ?» Élodie le regarda, ses yeux verts embués. « Je suis enceinte, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Et ce n'est pas tout, ce sont des triplés. » Antoine sentit le monde tourner. Des triplés? Comment était-ce possible? Il était stérile, tous les examens l'avaient confirmé au fil des années. Son esprit se mit à travailler frénétiquement, cherchant des explications. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. D'une voix rauque. Élodie hocha la tête, lui tendant l'échographie. Là, clairement visible, battaient 3 petits cœurs à l'unisson. « Je comprends si tu ne veux pas », commença Élodie, mais Antoine l'interrompit, l'attirant dans une étreinte serrée. « Ne finis même pas cette phrase, » dit-il avec fermeté. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, tous les 5. » Ce soir-là, après avoir installé Élodie dans l'une des chambres de la maison, Antoine s'enferma dans son bureau. Ses mains tremblaient en composant le numéro de son détective privé, le plus fiable. Il devait comprendre comment cela était possible. Des années d'examen indiquant une infertilité ne pouvaient pas être erronées. Le détective se mit immédiatement au travail, examinant les antécédents médicaux d'Antoine. Au premier abord, tout semblait normal, les mêmes rapports, les mêmes conclusions dévastatrices. Mais quelque chose attira l'attention du professionnel, de légères incohérences dans les dates, des détails minimes qui ne concordaient pas parfaitement. Pendant que l'enquête avançait, Antoine se consacrait entièrement à Élodie et à cette grossesse à haut risque. Il engagea les meilleurs spécialistes des grossesses multiples, transforma une chambre en un petit centre médical équipé pour la surveillance et embaucha une équipe infirmière pour veiller sur elle 24 heures sur 24. Élodie, d'abord mal, à l'aise face à tant de luxe et d'attention, se laissa peu à peu choyer. Sa formation médicale l'aidait à comprendre l'importance de chaque procédure, chaque vitamine, chaque restriction. Lors des consultations, elle surprenait les médecins par ses connaissances techniques, posant des questions précises sur le développement des bébés. Un matin, alors qu'Antoine participait à une visioconférence dans son bureau, le détective appela avec des nouvelles urgentes. Il devait le voir en personne. Antoine annula tous ses rendez-vous et prit immédiatement un vol pour Paris. « Il faut que vous voyiez ça », déclara le détective, étalant des documents sur la table. « Tous, vos examens originaux ont été falsifiés. » Antoine sentit son sang se glacer. « Comment ça, falsifié ? J'ai pu retrouver les rapports originaux, » expliqua le détective, désignant différents documents. « Vous n'avez jamais été stérile. Quelqu'un a systématiquement altéré tous vos résultats au fil des années. » La révélation frappa Antoine comme un coup de foudre. Ses mains tremblaient tandis qu'il examinait les preuves. Des dates modifiées, des résultats altérés, tout méticuleusement planifié pour le convaincre de son infertilité. Qui pourrait faire une telle chose ? Demanda-t-il, plus pour lui-même que pour l'enquêteur. Eh bien, l'homme hésita en sortant un autre dossier. Nous avons trouvé une série d'emails échangés entre votre ex-femme, Claire, et le laboratoire. Antoine sentit son estomac se retourner. Claire, la femme qui l'avait humilié pendant des années pour sa prétendue infertilité, était responsable de ce mensonge? L'enquêteur continua à présenter des preuves, des paiements suspects, des menaces voilées.
Envers les employés du laboratoire, une toile complexe de manipulation s'étendant sur des années. Claire avait tout orchestré dans le cadre d'un plan plus vaste. « Il y a autre chose », dit l'enquêteur hésitant. « Nous avons découvert qu'elle était en contact fréquent avec Lucas Bernard. » Antoine sentit son sang bouillir en entendant le nom de son ancien associé. Lucas avait été son ami de fac, presque un frère. Ensemble, ils avaient fondé Moreau Technologies. Mais 3 ans plus tôt, Antoine l'avait écarté de l'entreprise après avoir découvert des irrégularités financières. « Quel genre de contact ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. « Intime », répondit l'enquêteur en lui tendant d'autres photos et documents. « Ils entretiennent une relation depuis au moins 5 ans. » 5 ans. La même période où Claire avait commencé à le harceler sur la question de l'infertilité. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image troublante. De retour à la maison de plage, Antoine trouva Élodie endormie paisiblement, une main posée sur son ventre qui commençait à montrer les premiers signes de la grossesse. La vision d'elle, si sereine et pure, contrastait violemment avec la toile de mensonges qu'il venait de découvrir. Il s'assit sur la terrasse, contemplant la mer nocturne, la même mer qui avait failli l'emporter quelques semaines plus tôt. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait fallu qu'il soit au bord de tout perdre pour réaliser qu'il n'avait jamais rien perdu. Il n'était pas moins homme, il n'était pas incapable. Il avait été victime d'une manipulation cruelle, orchestrée par ceux en qui il avait le plus confiance. Ses pensées furent interrompues par un gémissement venant de la chambre. Élodie faisait un cauchemar, murmurant des mots incohérents. Antoine courut à ses côtés, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle se calme. Regardant son visage, endormi, il prit une décision. Le passé de mensonges était terminé. Il était temps de construire un avenir basé sur la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Moreau Technologies était en ébullition ce matin-là. Des rumeurs sur une tentative d'acquisition hostile circulaient dans les couloirs et la valeur des actions chutait en bourse. Antoine, en visioconférence depuis sa maison de plage, tentait d'apaiser les inquiétudes du conseil d'administration. « Nous avons besoin de vous ici, à Paris », insistait François, le directeur financier. « La situation nous échappe. » Antoine regarda par la fenêtre de son bureau improvisé, où il pouvait voir Élodie se promener dans le jardin, son ventre de 4 mois déjà bien visible. « Je ne peux pas quitter la plage maintenant, » répondit-il fermement. « Nous devons régler cela à distance. » Ce qu'Antoine ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Claire et Lucas rencontrèrent d'importants actionnaires de l'entreprise dans un restaurant luxueux de Paris. Le plan qu'ils avaient élaboré pendant des années entrait enfin dans sa phase finale. « Antoine est émotionnellement instable », argumentait Claire auprès des investisseurs. « D'abord le divorce, puis l'incident avec le jet ski, et maintenant, il vit à la plage avec une femme enceinte sans domicile fixe. L'entreprise a besoin d'une direction plus solide. » Lucas, vêtu d'un costume impeccable, complétait avec des données et des graphiques soigneusement manipulés. Moreau Technologies pourrait valoir 3 fois plus sous une gestion adéquate. Antoine a perdu le contrôle de l'entreprise. Pendant ce temps, dans la maison de plage, Élodie affrontait ses propres batailles. La grossesse multiple présentait des complications. Sa tension artérielle était constamment élevée et les médecins avaient détecté un possible problème cardiaque chez l'un des bébés. « Nous devons faire plus d'examens », expliqua le docteur Laurent, le spécialiste des grossesses à haut risque. « Le bébé du milieu présente une anomalie qui nécessite une attention particulière. » Élodie, avec sa formation médicale, comprenait parfaitement la gravité de la situation. Les nuits, lorsqu'elle croyait Antoine endormi, elle pleurait en silence, caressant son ventre et murmurant des mots d'encouragement à ses enfants. Un après-midi, alors qu'Antoine participait à une nouvelle réunion tendue, Élodie reçut une visite inattendue. Une femme élégante d'environ 60 ans s'arrêta devant le portail de la maison. « Je m'appelle Béatrice », se présenta-t-elle. « Je suis bénévole dans un projet social et... Élodie, c'est bien toi ?» Élodie sentit son cœur s'emballer. Béatrice avait été son professeur à la faculté de médecine, l'une des rares à avoir cru en son innocence pendant le scandale. « Professeur Béatrice ?» demanda Élodie, la voix tremblante. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Les 2 femmes s'embrassèrent, émues. Béatrice expliqua qu'elle n'avait jamais cessé de chercher des preuves de l'innocence de son ancienne élève. « Élodie, nous avons découvert quelque chose d'important sur ce qui s'est passé à la faculté, le système de falsification. Nous avons des preuves de qui était vraiment derrière tout ça. »
À ce moment-là, Antoine sortit de sa réunion et trouva les deux femmes en train de discuter sur la terrasse. Il les observa, intrigué, remarquant qu'Élodie semblait à la fois agitée et soulagée. « Antoine, appela Élodie, les larmes aux yeux, voici la professeure Béatrice. Elle a des informations sur ce qui m'est arrivé à la faculté. » Béatrice salua Antoine poliment, ignorant sa véritable identité, et commença à expliquer. Le système de falsification des dossiers médicaux avait été orchestré par un groupe de médecins influents de l'hôpital universitaire. Élodie avait été choisie comme bouc émissaire pour avoir découvert des irrégularités dans les recherches cliniques. « Nous avons des documents, des témoignages, tout, » affirma Béatrice. « Élodie, tu peux blanchir ton nom. Tu peux reprendre l'exercice de la médecine. » La nouvelle fut comme un rayon de lumière après des années d'obscurité. Élodie, submergée par l'émotion, dut s'asseoir. Antoine lui serra la main, lui offrant un soutien silencieux. Cependant, la joie du moment fut interrompue par le téléphone d'Antoine. C'était son comptable personnel, avec des nouvelles alarmantes. Quelqu'un effectuait des transferts massifs depuis les comptes de l'entreprise vers des paradis fiscaux. Antoine passa la nuit blanche, essayant de retracer l'argent disparaissant des comptes de l'entreprise. Chaque découverte le laissait plus stupéfait. Les transferts avaient été autorisés avec des mots de passe et des protocoles que seules 3 personnes dans l'entreprise possédaient. Lui-même, Lucas et Claire, qui conservaient encore un accès au système en raison de failles contractuelles liées à leur divorce. Élodie le trouva encore au bureau à l'aube, les yeux rouges rivés sur l'écran de l'ordinateur. « Tu dois te reposer », dit-elle doucement en posant une tasse de thé à ses côtés. « Je ne peux pas », répondit-il en passant ses mains sur son visage fatigué. « Ils essaient de me détruire, Élodie. Pas seulement moi, mais tout ce que j'ai construit. » À ce moment-là, son téléphone vibra avec un message de François. Réunion extraordinaire du conseil convoqué pour aujourd'hui. Présence obligatoire du PDG, en présentiel. Antoine regarda Élodie, le conflit évident sur son visage. Elle caressa doucement sa joue. « Va, dit-elle, je serai bien ici avec l'équipe médicale. Quelques jours loin ne nous tueront pas. » Le voyage pour Paris fut tendu. En chemin, Antoine reçut des nouvelles plus troublantes. Des documents, compromettant sur sa gestion, avaient fuité dans la presse. Accusations de surfacturation, contrats irréguliers, tous soigneusement fabriqués pour paraître vrais. En arrivant au siège de Moreau Technologies, il trouva une atmosphère lourde. Les employés évitaient son regard, chuchotaient dans les coins. Dans la salle du conseil, les visages étaient graves. « Antoine, » commença le président du conseil, « les accusations sont très sérieuses. Nous avons besoin d'une suspension temporaire pour enquête. » « C'est un coup monté, » argumenta Antoine, présentant les preuves qu'il avait rassemblées sur les transferts suspects. Mais pour chaque preuve qu'il montrait, le conseil avait un contre-argument clairement préparé à l'avance. Au milieu de la réunion, Claire entra dans la pièce, élégante comme toujours, suivie de Lucas. Le sourire sur leur visage était un triomphe mal dissimulé. « Le conseil doit savoir, » annonça Claire, « qu'Antoine n'est pas en état émotionnel de diriger. Il vit avec une femme enceinte sans abri, a abandonné l'entreprise. » « Ne parle pas d'Élodie, » l'interrompit Antoine, sa voix tremblante de colère. « Pas après ce que tu m'as fait subir pendant des années, Claire. Les mensonges sur mon infertilité, les manipulations. » Un murmure parcourut la salle. Claire pâlit légèrement, mais garda son sang-froid. Lucas fit un pas en avant, prenant le contrôle de la situation. « Vous voyez, » dit-il doucement. Antoine est clairement bouleversé. Nous devons protéger l'entreprise. Le vote fut rapide et douloureux. Antoine fut écarté temporairement de son poste de PDG et ses comptes personnels furent bloqués pour enquête. Lucas assumerait la présidence par intérim. En sortant de la salle du conseil, Antoine reçut un appel qui lui glaça le sang. C'était l'infirmière en chef de l'équipe qui s'occupait d'Élodie. « Monsieur Moreau », sa voix était tendue, « Madame Élodie a commencé à avoir des contractions prématurées. Sa pression est très élevée et le deuxième bébé est en détresse. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Antoine sentit le monde tourner. Devant lui, Claire et Lucas célébraient discrètement leur victoire. Derrière lui, des années de travail et de dévouement s'effondraient. Et à des kilomètres de là, la femme qui avait redonné un sens à sa vie avait désespérément besoin de lui. « J'arrive, » répondit-il.
sa voix ferme malgré le chaos intérieur. Se retournant une dernière fois vers Claire et Lucas, il déclara simplement « Vous avez peut-être réussi à m'écarter de l'entreprise, mais vous ne m'enlèverez pas ce qui compte vraiment. » Dans l'ascenseur, tandis qu'il descendait au rez-de-chaussée, Antoine passa 2 appels. Un à son avocat de confiance, lui ordonnant de prendre des mesures judiciaires immédiates, et un autre à son pilote privé, exigeant que l'hélicoptère soit prêt dans 15 minutes. L'hélicoptère fendait le ciel à pleine vitesse, tandis qu'Antoine restait en contact constant avec l'équipe médicale par téléphone. Élodie avait été transférée à l'hôpital Saint-Louis, le meilleur de la région pour les grossesses à haut risque. Les contractions avaient été maîtrisées, mais la situation restait délicate. Les battements du 2e bébé sont irréguliers, informa le docteur Laurent via le haut-parleur. Nous devons procéder à une intervention d'urgence pour corriger un problème de circulation placentaire. Antoine sentit son cœur se serrer. Faites tout ce qu'il faut. L'argent n'est pas un problème. Monsieur Moreau, la voix du médecin hésita. Vos comptes ont tous été bloqués. L'hôpital a besoin de garanties pour réaliser l'intervention. La réalité le frappa comme un coup de poing. Claire et Lucas Bernard avaient tout prévu. Non seulement ils l'avaient écarté de l'entreprise, mais ils l'avaient aussi privé de ressources au moment où il en avait le plus besoin. « Passez-moi Élodie en haut-parleur », demanda Antoine, son esprit cherchant frénétiquement des solutions. « Antoine ?» Sa voix était faible, mais elle gardait cette force intérieure qui l'avait tant impressionné dès leur première rencontre. « J'arrive, mon amour. Tiens bon, les bébés ont besoin de toi, sois forte. »« J'ai peur, avoua-t-elle, et la vulnérabilité dans sa voix lui brisa le cœur. « Qu'est-ce qui va se passer si... » « Non, l'interrompit-il. Il ne se passera rien. Fais-moi confiance. » Raccrochant le téléphone, Antoine fit un appel qu'il n'aurait jamais imaginé devoir passer. Le numéro était toujours gravé dans sa mémoire, bien qu'il ne l'ait pas utilisé depuis des années. « Allô ?» Une voix féminine répondit au 3e coup de sonnerie. « Sophie ? C'est Antoine, j'ai besoin de ton aide. » Sophie était sa sœur aînée. Ils s'étaient éloignés il y a des années, quand elle avait choisi une vie simple à la campagne, rejetant le monde des affaires qu'Antoine avait embrassé. Maintenant, elle était son seul espoir. « Petit frère ?» La surprise dans sa voix était évidente. « Ça fait si longtemps. Sophie, je n'ai pas le temps de tout t'expliquer. J'ai besoin que tu utilises ta maison comme garantie pour une intervention médicale. C'est une question de vie où il n'a pas pu terminer sa phrase. Mais ce n'était pas nécessaire. Sophie, médecin pédiatre, avait toujours eu un cœur immense. « Envoie-moi les documents de l'hôpital. Je vais régler ça tout de suite. » Lorsque l'hélicoptère a enfin atterri sur l'héliport de l'hôpital, Antoine a couru dans les couloirs comme si sa propre vie en dépendait. Il a trouvé Élodie en train d'être préparée pour la chirurgie, son visage pâle contrastant avec les draps blancs. « Tu es venu, » murmura-t-elle, un petit sourire éclairant son visage fatigué. « Je viendrai toujours, » répondit-il en lui, serrant la main. « Je serai toujours là. » Le docteur Laurent s'approcha. « Monsieur Moreau, nous avons reçu la garantie. Nous allons commencer l'intervention maintenant. » Antoine embrassa le front d'Élodie avant qu'on ne l'emmène. « Je reviens vite, » promit-elle, ses yeux verts brillants de détermination. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Antoine alternait entre arpenter nerveusement le couloir et passer des appels, essayant de régler la situation financière. Son avocat avait obtenu une injonction partielle, mais les démarches pour débloquer les comptes prendraient des jours. En milieu d'après-midi, une silhouette familière apparut dans le couloir de l'hôpital. Sophie, sa sœur, marchait vers lui. Sans un mot, elle serra son frère cadet dans ses bras, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. « Raconte-moi tout », demanda-t-elle en le guidant vers les bancs de la chapelle de l'hôpital. « Depuis le début. » Et là, en attendant des nouvelles de l'opération, Antoine ouvrit son cœur à sa sœur. Il lui parla de Claire, des mensonges, de sa rencontre avec Élodie sur la plage. Sophie écoutait attentivement, ses yeux se remplissant de larmes à certains moments. L'intervention dura 6 heures. Le docteur Laurent apparut enfin dans la salle d'attente, son visage épuisé mais avec un léger sourire. « Nous avons réussi à stabiliser la circulation placentaire », annonça-t-il. « Mais nous avons découvert quelque chose pendant l'intervention dont je dois vous parler. » Antoine et Sophie suivirent le médecin jusqu'à son bureau.
Les mots qui suivirent changèrent tout. Le bébé du milieu souffre d'une maladie rare, expliqua le médecin. Il aura besoin d'une greffe de moelle osseuse peu après sa naissance. Nous devons commencer à chercher des donneurs compatibles immédiatement. Sophie, avec son expérience médicale, comprit aussitôt la gravité de la situation. Quel est le délai dont nous disposons? La greffe doit être réalisée dans les premières semaines de vie, répondit le docteur Laurent. Et trouver un donneur compatible peut prendre des mois. Antoine sentit le poids du monde sur ses épaules. Sans accès à ses comptes, comment? Pourrait-il financer une recherche internationale de donneurs? Comment pourrait-il garantir le meilleur traitement pour son fils? Je peux faire le test de compatibilité, proposa Sophie sans hésiter, et je peux mobiliser mon réseau de contacts dans le milieu médical. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'Élodie se rétablissait, une véritable cellule de crise se mit en place. Sophie s'installa pratiquement à l'hôpital, coordonnant la recherche de donneurs et supervisant les soins de sa belle-sœur. Un après-midi, alors qu'elle vérifiait les résultats des premiers tests de compatibilité, Sophie fit une découverte surprenante. Elle appela Antoine dans le couloir, son visage mêlant choc et incrédulité. « Frérot, tu dois voir ça », dit-elle en lui tendant un dossier médical. « Nous avons trouvé un donneur compatible. » Antoine sentit son cœur s'emballer. « Qui ?» ?»« Lucas. »« Bernard. » Le nom frappa Antoine comme un coup de foudre. Lucas, son ancien associé, l'homme qui était en train de détruire son entreprise, était compatible avec son enfant à naître. « Il doit y avoir d'autres donneurs, » dit Antoine, sa voix tremblant de colère contenue. Sophie secoua la tête. « La compatibilité est presque parfaite, Antoine. Les chances de trouver un autre donneur comme lui sont minimes. » Le dilemme moral qui se présentait était dévastateur. Comment demander de l'aide à l'homme qui tentait activement de le détruire? Comment confier le destin de son fils aux mains de quelqu'un qui l'avait trahi si profondément? Élodie, lorsqu'elle apprit la nouvelle, serra fort la main d'Antoine. « Parfois, l'univers nous place dans des situations impossibles pour nous. Enseignez quelque chose, » dit-elle doucement. Cette nuit-là, Antoine passa des heures dans la chapelle de l'hôpital, luttant contre ses propres convictions. L'image de l'échographie du bébé, si petit et déjà confronté à tant de batailles, ne quittait pas son esprit. Sophie le trouva là à l'aube. « Tu sais, » commença-t-elle en s'asseyant à ses côtés, « quand tu as choisi le monde des affaires. Et moi, la médecine, j'ai cru que nos chemins ne se croiseraient plus jamais. Mais regarde-nous maintenant, réunis par quelque chose de bien plus grand que l'argent ou le statut. » Antoine regarda sa sœur, réalisant à quel point il avait manqué sa sagesse au fil des années. Comment demander de l'aide à quelqu'un qui cherche à me détruire? Ne pense pas à lui, répondit Sophie. Pense à ton fils. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'avaler son orgueil pour le bien de ceux qu'on aime. Le lendemain matin, Antoine demanda à son avocat de prendre contact avec Lucas. La réponse arriva plus vite que prévu. Lucas acceptait d'être le donneur, mais à une condition, il voulait une rencontre privée avec Antoine, sans avocat, sans témoin. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret du centre de Paris. Antoine arriva le premier, choisissant une table au fond de l'établissement. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il attendait non pas de peur, mais d'une colère contenue qu'il devait maîtriser. Lucas entra à l'heure, vêtu d'un costume italien impeccable. Son visage affichait ce même sourire suffisant qu'Antoine connaissait si bien depuis leurs années d'université. Il s'assit sans cérémonie, commandant un expresso au serveur. « Ça fait longtemps, vieil ami, » commença Lucas, sa voix chargée d'une fausse cordialité. « Allons droit au but, » coupa Antoine. « Quelles sont tes conditions ?» Lucas se renversa sur sa chaise, étudiant son ancien ami avec intérêt. « Tu sais, Antoine, j'ai toujours admiré ton objectivité. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler affaires, je suis venu parler de Claire. » Antoine sentit son estomac se retourner en entendant le nom de son ex-femme. « Qu'est-ce qu'elle a ?»« Elle est enceinte, » annonça Lucas, son sourire s'élargissant. « Et oui, l'enfant est de moi. » La révélation frappa Antoine comme un coup de poing, non pas à cause de la trahison en soi. Il connaissait déjà leur relation, mais à cause de l'ironie cruelle du destin. Claire, qui l'avait torturé pendant des années avec la question de l'infertilité, attendait maintenant un enfant de son plus grand rival. « Félicitations, » répondit-il sèchement, « mais ça ne répond pas à ma question sur vos conditions pour être donneur. »
Lucas se pencha en avant, son visage perdant son masque de cordialité. « Je veux que vous renonciez définitivement à la présidence de Moreau Technologies, pas seulement un retrait temporaire, une démission complète et irrévocable. » Antoine sentit son sang bouillir. « Vous utilisez la vie de mon fils comme monnaie d'échange ? Je propose une solution qui profite à tous, » répondit Lucas avec douceur. « Votre fils reçoit la greffe dont il a besoin, et l'entreprise reste. Entre de bonnes mains, tout le monde y gagne. » « Tout le monde y gagne ?» répéta Antoine, sa voix tremblante d'indignation. « Vous et Claire avez manipulé ma vie pendant des années. Vous avez falsifié des examens, menti sur mon infertilité, et maintenant vous voulez me prendre l'entreprise que j'ai construite ?» Lucas but une gorgée de son café, imperturbable. « Le choix est le vôtre, Antoine. Votre entreprise ou votre fils, qu'est-ce qui compte le plus ?» Antoine se leva brusquement, ses mains posées sur la table. « Vous n'avez pas changé depuis... » « La fac, Lucas. Vous êtes toujours le même manipulateur que j'ai connu. » « Au contraire, sourit Lucas, j'ai beaucoup changé. J'ai appris qu'il faut parfois être cruel pour obtenir ce que l'on veut. Claire m'a appris ça. » « Claire. » Antoine laissa échapper un rire amer. « Vous vous méritez vraiment. »« Je suis sûr que ta nouvelle compagne a aussi ses qualités, » provoqua Lucas, « bien que je doute qu'elle puisse t'offrir le même statut que Claire. » Antoine dut rassembler chaque once de maîtrise de soi pour ne pas réagir à la provocation. L'image d'Élodie à l'hôpital, sa force face à tant d'adversité, l'aida à rester calme. « Combien de temps ai-je pour décider ?» demanda-t-il finalement. « 24 heures, répondit Lucas en se levant. « Les documents de renonciation sont déjà prêts. Il ne reste qu'à signer. » Alors qu'il regardait Lucas quitter le café, Antoine sentit le poids du monde sur ses épaules. L'entreprise était sa vie, son héritage. Mais quelle valeur avait tout cela comparé à la vie de son fils? Il retourna à l'hôpital en silence, son esprit en proie à une tempête de pensées. Il trouva Sophie dans le couloir, en conversation avec le docteur Laurent au sujet des derniers examens d'Élodie. « Comment ça s'est passé ?» demanda Sophie, remarquant immédiatement l'expression troublée de son frère. Antoine relata la conversation, chaque mot semblant lui gratter la gorge. Sophie écouta en silence, son visage de médecin ne trahissant aucune émotion. Sophie écouta toute l'histoire sans un mot, son expression passant progressivement de l'inquiétude à la détermination. Quand Antoine eut terminé, elle prit son téléphone et passa un appel rapide. « Docteur Mercier, c'est Sophie. J'ai besoin d'une faveur urgente. » Antoine observa, intrigué, tandis que sa sœur parlait en termes médicaux qu'il comprenait à peine. En raccrochant, il y avait une lueur différente dans ses yeux. « Il y a une autre option, » annonça-t-elle. Le docteur, Mercier, travaille sur une nouvelle procédure de collecte de cellules souches du cordon ombilical. Si nous obtenons l'autorisation pour une procédure expérimentale, nous pourrions utiliser les cellules des 2 autres bébés pour soigner leurs frères. L'espoir s'alluma dans le cœur d'Antoine, mais fut vite remplacé par l'inquiétude. « Est-ce sûr ? Il y a des risques, comme pour toute procédure, » admit Sophie. « Mais le docteur Mercier est un pionnier de cette technique. Et surtout, nous n'aurions pas à dépendre de Lucas. » À ce moment-là, Élodie se réveilla de sa sieste. Ses yeux verts, toujours si perspicaces, perçurent immédiatement la tension dans l'air. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, essayant de s'ajuster sur le lit d'hôpital. Antoine et Sophie lui expliquèrent la situation, le chantage de Lucas et l'alternative possible. Élodie écouta attentivement, sa main caressant instinctivement son ventre qui portait les triplés. « Non, dit-elle finalement d'une voix ferme. Nous ne risquerons pas la vie de 2 bébés avec une procédure expérimentale, et tu ne renonceras pas à ton entreprise. » Élodie, ce n'est pas si simple. « Si, ça l'est, » l'interrompit-elle. « Lucas bluffe. Il ne refusera pas le don le moment venu. » « Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda Antoine, surpris par sa conviction. « Parce que, expliqua Élodie, aucun être humain ne peut porter ce genre de culpabilité. Refuser une greffe à un enfant, même Lucas n'en serait pas capable. » Sophie sourit, admirant la sagesse de cette femme que son frère avait rencontrée de manière si improbable. « Elle a raison, Antoine. Et il y a plus. Claire est enceinte. Tu crois qu'elle voudra être associée à quelqu'un qui a refusé d'aider un bébé ?» L'esprit d'Antoine se mit à travailler rapidement.
Claire pouvait être bien des choses, mais elle tenait toujours à son image publique. Et maintenant, en attendant un enfant, il serait encore plus sensible aux questions impliquant les enfants. « Nous devons changer la donne », déclara-t-il finalement. « Au lieu de réagir à leurs menaces, prenons l'initiative. » Avec l'aide de Sophie, Antoine élabore un plan. D'abord, il convoque une conférence de presse. Non pour attaquer Claire ou Lucas, mais pour annoncer la création d'une fondation dédiée à la recherche sur les maladies rares chez les nouveau-nés. L'histoire a ému le pays. L'homme d'affaires, qui en apprenant que son enfant à naître aurait besoin d'une greffe, décide d'utiliser son influence pour aider d'autres familles dans la même situation. La professeure Béatrice, qui avait découvert la vérité sur le passé d'Élodie, a également joué un rôle clé. Elle organise un événement à la faculté de médecine, où Élodie est publiquement réhabilitée. L'histoire de cette médecin injustement accusée, qui, même en vivant dans la rue, n'a jamais cessé d'aider les autres, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le plan a fonctionné mieux que prévu. L'opinion publique s'est complètement ralliée à Antoine et Élodie. Les investisseurs ont commencé à remettre en question la légitimité de l'éviction d'Antoine de Moreau Technologies. Et, plus important encore, Claire a commencé à se distancer publiquement des actions de Lucas. La répercussion des actions d'Antoine a été immédiate. Les réseaux sociaux débordèrent de messages de soutien et les grands médias se disputaient des interviews exclusives. L'histoire de cet homme d'affaires qui abandonnait la quête du pouvoir pour se consacrer à des causes humanitaires a touché le cœur du public. Pendant ce temps, à l'hôpital, Élodie recevait une visite inattendue. Une dame d'environ 70 ans, vêtue simplement et le regard fatigué, s'arrêta à la porte de la chambre. « Ma fille », une voix tremblante brisa le silence. Élodie sentit son cœur s'arrêter. C'était sa mère, Dame Marguerite, qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 10 ans. La dernière fois qu'elle s'était rencontrée, c'était juste après le scandale à la faculté, lorsque la honte et le désespoir avaient séparé la famille. « Maman » murmura Élodie, des larmes coulant sur son visage. « Comment ? M'as-tu trouvé ? J'ai vu ton histoire à la télévision, répondit Dame Marguerite, s'approchant avec hésitation. Mon Élodie, médecin, j'ai toujours su que tu étais innocente. Les retrouvailles furent émouvantes. Dame Marguerite raconta qu'elle aussi avait traversé des moments difficiles. Après la séparation de la famille, elle a sombré dans la dépression et a fini par vivre dans la rue pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle soit accueillie par un projet social. On dirait que c'était notre destin, commenta Élodie, en serrant la main ridée de sa mère. Nous avons toutes les deux connu la dureté de la rue. Sophie, qui observait la scène depuis la porte, remarqua quelque chose de familier dans le comportement de Madame Marguerite. Ces années d'expérience médicale ont déclenché une alerte. « Madame, appela-t-elle gentiment, avez-vous un suivi médical ?» Madame Marguerite secoua la tête. « Cela fait longtemps que je n'ai pas vu un médecin, docteur. » Sophie insista pour faire un bilan complet. Les résultats révélèrent une grave maladie cardiaque, mais traitable. Avec le traitement approprié, vous aurez encore de nombreuses années pour connaître vos petits-enfants, assura Sophie. Antoine, en revenant d'une réunion avec des investisseurs, va trouver la chambre transformée. Élodie rayonnait de bonheur, parlant avec animation à sa mère des bébés, tandis que Sophie organisait un plan de traitement. Antoine, appela Élodie, les yeux brillants. Venez rencontrer ma mère. La rencontre fut étonnamment naturelle. Madame Marguerite, avec sa simplicité et sa sagesse de vie, conquit Antoine immédiatement. « Prenez bien soin de ma fille », demanda-t-elle, en serrant sa main avec une force surprenante. « Toujours », promit Antoine, en s'asseyant à côté d'Élodie. Cette nuit-là, après que Madame Marguerite eut été installée dans une chambre voisine pour commencer son traitement, Élodie partagea avec Antoine des souvenirs de son enfance. Elle parla de comment sa mère travaillait comme femme de ménage pour payer ses études, des sacrifices qu'elle avait faits pour que sa fille puisse étudier la médecine. « Elle n'a jamais douté de moi, » dit Élodie, émue. « Même quand tout le monde m'a tourné le dos. Elle disait toujours que la vérité finirait par éclater. » Le moment fut interrompu par un appel urgent. C'était l'avocat d'Antoine, avec des nouvelles surprenantes. Claire avait fait appel à la justice pour dénoncer des irrégularités commises par Lucas Bernard chez Moreau Technologies. « Elle est prête à témoigner », informa l'avocat. « Elle
d'y avoir des preuves non seulement de la manipulation des tests d'infertilité, mais aussi d'un système de détournement de fonds que Lucas opérait depuis des années. Antoine avait du mal à y croire. Pourquoi ce changement soudain? Selon elle, la grossesse l'a fait réfléchir à beaucoup de choses, et il semble qu'elle ait découvert certaines activités de Lucas qui l'ont perturbé. Moreau Technologies bouillonnait avec ses nouvelles révélations. Claire, dans une interview exclusive, a exposé tout le système de Lucas. Des documents prouvaient qu'il avait détourné des millions vers des comptes offshore en utilisant des sociétés écrans et des contrats frauduleux. « Je ne peux au plus me complaire dans cela », a déclaré Claire, une main protectrice sur son ventre. « Mon enfant mérite de naître dans un environnement de vérité et d'intégrité. » Lucas, coincé par les preuves, a tenté de fuir le pays, mais a été intercepté par la police fédérale à l'aéroport. Les preuves étaient irréfutables. Des années de manipulation financière, de chantage et de fraude éclataient au grand jour. À l'hôpital, Antoine suivait les événements avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Le conseil de Moreau Technologies a convoqué une réunion d'urgence pour annuler son éviction, mais son attention était concentrée sur quelque chose de plus important. Élodie avait commencé un travail prématuré. « C'est trop tôt », murmura-t-elle effrayée, tandis que les contractions s'intensifiaient. Le docteur Laurent a été appelé en urgence. « Nous allons devoir procéder à une césarienne immédiatement », annonça-t-il. « Les bébés sont en détresse, surtout celui du milieu. » La salle d'opération s'est transformée en un centre de commandement. Sophie coordonnait une équipe de spécialistes, chacun prêt à s'occuper de l'un des triplés dès leur naissance. Madame Marguerite attendait dans la chapelle, priant sans relâche. Antoine, en tenue stérile aux côtés d'Élodie, serrait fermement sa main. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve », chuchota-t-il en embrassant son front. L'intervention fut intense. Le premier bébé, une fille, est né en pleurant vigoureusement. Le second, le garçon qui aurait besoin d'une greffe, est arrivé ensuite, plus fragile mais combatif. La troisième, une autre fille, a complété le trio quelques minutes plus tard. « Ils sont parfaits », murmura Élodie, épuisée mais heureuse, tandis que les médecins s'affairaient à stabiliser les nouveau-nés. C'est à ce moment que Lucas, ayant négocié sa liberté provisoire, est apparu à l'hôpital. Son visage était défait, bien loin de l'arrogance du dirigeant des jours passés. « Je viens faire ce qui est juste », annonça-t-il, surprenant tout le monde. « Je me porte volontaire pour la greffe, sans condition. » Antoine étudia, le visage de son ancien ami cherchant des signes de manipulation, mais il n'y vit que la défaite et peut-être une lueur de regret. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Lucas regarda les bébés en néonatologie, son regard s'attardant sur le petit qui aurait besoin de son aide. « Parce que certaines choses sont plus grandes que nos querelles, » répondit-il, « et parce que je vais aussi être père. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je refusais d'aider un enfant. » Claire apparut également à l'hôpital, mais garda ses distances. Par l'intermédiaire de son avocat, elle envoya une lettre à Antoine pour demander pardon pour les années de manipulation et de mensonges. Jointe à la lettre, des documents prouvant son implication dans le système de faux tests d'infertilité, désormais intégrés aux preuves contre Lucas. Sophie, observant toute la situation, commenta auprès de son frère. « Parfois, il faut tout perdre pour retrouver son humanité. » Les jours suivants furent marqués par une intense activité. Tandis que les triplés luttaient en réanimation néonatale, une équipe spéciale se mobilisa pour que tout soit prêt pour la greffe dès que le bébé serait assez fort. Antoine partagea son temps entre l'hôpital et l'entreprise, qui retrouvait peu à peu son fonctionnement normal sous sa direction. Mais ses priorités avaient radicalement changé. La première mesure qu'il prit en reprenant la présidence fut de créer un fonds important pour la recherche en santé néonatale. 3 semaines après la naissance des triplés, la vie à l'hôpital avait établi sa propre routine. Élodie, déjà rétablie de son accouchement, passait ses jours entre la réanimation néonatale et les cours de remise à niveau organisés par Sophie. Son autorisation d'exercer la médecine avait été rétablie grâce aux efforts de la professeure Béatrice et d'une équipe d'avocats. Les bébés progressaient chacun à leur manière. Amélie, l'aînée, montrait déjà une force et une personnalité marquées, pleurant fort quand elle voulait de l'attention. Mathieu, le cadet, bien que plus fragile, surprenait les médecins par sa résistance. Et Léa, la benjamine, était la plus calme,
observant tout avec des yeux curieux qui rappelaient ceux de sa mère. « Ce sont des combattants », remarqua Dame Marguerite, qui se rétablissait bien de son propre traitement cardiaque. Elle était devenue une présence constante, en réanimation néonatale, chantant de vieilles berceuses à ses petits-enfants. Antoine réorganisa complètement sa vie. Il transforma une salle de réa en bureau improvisé, d'où il dirigeait Moreau Technologies entre ses visites aux enfants. L'entreprise, après le scandale avec Lucas, avait subi une profonde restructuration. Le nouveau conseil, plus diversifié et éthique, avait unanimement approuvé la création de l'Institut Moreau de recherche médicale. « Je n'aurais jamais imaginé trouver un sens à travers autant de chaos », confia Antoine à Sophie un après-midi, tandis qu'ils observaient Élodie donner le bain à Amélie. « Parfois, il faut perdre le contrôle pour trouver ce qui compte vraiment », répondit sa sœur, qui avait demandé une mutation à l'hôpital Saint-Louis pour se rapprocher. De sa famille. Le grand jour de la greffe approchait. Mathieu était enfin assez fort pour l'intervention et Lucas tint parole, se soumettant à tous les examens et préparatifs nécessaires. La veille de l'opération, Élodie croisa Lucas dans le couloir de l'hôpital. L'ancien dirigeant semblait plus petit sans ses costumes chers, vêtu seulement de la blouse hospitalière. « Merci », dit Élodie, le surprenant. « Pas pour la greffe, mais pour avoir montré qu'il y a encore de l'espoir de rédemption. » Lucas baissa les yeux, embarrassé. « Je ne mérite pas de gratitude. J'ai fait des choses terribles. »« Oui, c'est vrai, » interrompit Élodie avec douceur. « Mais maintenant, vous faites quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça qu'on commence à réparer nos erreurs. » La conversation fut interrompue par Claire qui arrivait pour sa consultation prénatale. Son ventre de 5 mois était déjà visible et son visage portait le poids des dernières semaines. Les enquêtes sur son implication dans les agissements de Lucas continuaient, mais sa coopération avec la justice lui avait valu une certaine clémence. « Élodie », appela Claire hésitante. « Est-ce que je peux voir les bébés ?» Élodie échangea un regard avec Antoine, qui venait d'arriver. Après un moment de silence, elle hocha la tête. « Venez avec moi. » Dans l'unité néonatale, Claire observa les triplés avec les yeux brillants de larmes. « Ils sont magnifiques, » murmura-t-elle. « Pardonnez-moi, pour tout. »« Le pardon est un processus, » répondit Antoine, surprenant tout le monde par sa sérénité. « Il commence quand on choisit d'être une meilleure personne. » Cette nuit-là, tandis que les bébés dormaient sous la surveillance attentive des infirmières, Élodie et Antoine marchaient sur la plage près de l'hôpital. C'était la même plage où tout avait commencé, où une femme invisible aux yeux de la société avait sauvé un homme qui avait tout, sauf l'essentiel. Le jour de la greffe se leva avec une sérénité inattendue. Mathieu fut préparé avec le plus grand soin par l'équipe médicale, ses petits yeux curieux suivant chaque mouvement autour de lui. Élodie, portant sa blouse de médecin pour la première fois depuis des années, suivait chaque détail du procédé aux côtés de Sophie. « C'est étrange d'être de ce côté maintenant », commenta Élodie, ajustant son stéthoscope autour de son cou, en tant que médecin et mère à la fois. Sophie sourit et lui serra la main. « Tu as toujours été les deux. Tu attendais juste le bon moment pour réunir ces parts de toi-même. » L'intervention s'est déroulée sans complications. Lucas, tenant sa promesse, s'est montré un donneur. Exemplaire. Une fois tout terminé, il n'a demandé qu'une seule chose, pouvoir rendre visite occasionnellement à Mathieu pour suivre son évolution. Pas comme un membre de la famille, a-t-il vite précisé, juste comme quelqu'un qui lui souhaite du bien. Antoine, après réflexion, a accepté. Nous méritons tous une chance de faire ce qui est juste, même tardivement. Les jours suivants furent marqués par une surveillance intense. Mathieu répondait bien à la greffe, ses petits signes vitaux s'améliorant progressivement. Amélie et Léa, comme si elles ressentaient la guérison de leur frère, prospéraient elles aussi prenant du poids et des forces. Madame Marguerite, désormais complètement rétablie de son opération cardiaque, était devenue la grand-mère que tout le personnel de l'hôpital adorait. Elle distribuait des cafés et des mots de réconfort aux autres parents en néonatologie, partageant la sagesse que seule une vie de lutte peut apporter. « Tu sais, ma fille, » dit-elle un après-midi, « Élodie, quand tu es partie ce jour-là après le scandale à la fac, j'ai cru t'avoir perdue pour toujours. Maintenant, je vois que le destin tissait simplement un chemin plus long vers notre bonheur.
La professeure Béatrice était aussi devenue une habituée de l'hôpital. Après la réhabilitation d'Élodie, elle avait lancé un projet pour réexaminer les cas d'étudiants injustement exclus de l'université. « Ton histoire a ouvert bien des portes, Élodie », expliqua-t-elle. « Pas seulement pour toi, mais pour d'autres qui avaient aussi besoin de justice. » Un après-midi, alors qu'Élodie faisait sa tournée en néonatologie, désormais en tant que médecin bénévole, elle trouva Antoine plongé dans une contemplation silencieuse devant la couveuse de Mathieu. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en l'enlaçant par derrière. « À l'imprévisibilité de la vie, » répondit-il. « Il y a quelques mois, j'étais un homme persuadé d'avoir tout perdu. Aujourd'hui, je comprends que je me préparais simplement à gagner, ce qui compte vraiment. » Élodie sourit, observant les 3 bébés qui dormaient paisiblement. Amélie, avec ses petits poings, toujours serrés comme prête à affronter le monde. Mathieu, chaque jour plus fort, son petit corps remportant des batailles que bien des adultes redouteraient. Et Léa, avec ce regard serein qui semblait porter toute la sagesse de l'univers. « Ils sont notre miracle, » murmura Élodie. « C'est toi notre miracle, » rectifia Antoine. « C'est toi qui m'as sauvé sur cette plage, pas seulement physiquement, mais en me redonnant la capacité de croire au bien, au véritable amour. » À ce moment, Sophie entra dans la salle avec les derniers résultats de Mathieu. Son sourire en disait long avant même qu'elle ne parle. La greffe avait été un succès total. Le petit guerrier était officiellement hors de danger. La nouvelle s'est rapidement répandue dans l'hôpital. Les employés qui avaient suivi toute la saga de la famille sont venus célébrer. Madame Marguerite a organisé une petite fête dans la salle d'attente, avec un gâteau et son café spécial. 6 mois s'étaient écoulés depuis la greffe réussie de Mathieu. La maison de bord de mer, autrefois refuge solitaire d'Antoine, débordait désormais de vie. Les triplés grandissaient en bonne santé, remplissant les pièces de rires et de pleurs, transformant chaque jour en une nouvelle aventure. Élodie partageait son temps entre les soins des bébés et son nouveau travail à l'Institut Moreau de recherche médicale. Son expérience de vie unique la rendait particulièrement sensible aux besoins des patients les plus vulnérables, et son programme d'aide aux sans-abri révolutionnait le système de santé local. « Parfois, je me surprends à penser, dit-elle un matin à Antoine, tout en allaitant Léa, combien de personnes dans la rue ont des histoires semblables à la mienne, des talents gâchés, des vies brisées par des injustices. » Antoine, qui berçait Amélie, hocha pensivement la tête. Moreau Technologies s'était transformé sous sa nouvelle vision. En plus de l'Institut, l'entreprise proposait désormais un programme de formation professionnelle pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale, offrant non seulement un emploi, mais une véritable chance de recommencer. Madame Marguerite, qui s'était complètement remise de ses problèmes cardiaques, avait emménagé dans une maison voisine. Tous les matins, elle arrivait tôt pour aider avec les bébés, apportant avec elle l'arôme d'un café frais et des récits de son propre parcours de résilience. « Chaque cicatrice que nous portons, disait-elle souvent, est une leçon que nous avons apprise. L'important est de ne pas laisser notre cœur s'endurcir. » Sophie restait un pilier fondamental dans la vie de la famille. En tant que directrice médicale de l'Institut, elle mettait en place des protocoles de traitement innovants, cherchant toujours à rendre la santé plus accessible à tous. Un après-midi, alors que toute la famille était réunie sur la terrasse de la maison de bord de mer, Claire apparut à l'improviste. Son fils avec Lucas était né 2 mois plus tôt, un garçon en bonne santé qu'elle élevait seule, pendant que le père purgeait sa peine en semi-liberté. « Je suis venue dire au revoir, » annonça-t-elle. « Je déménage à la campagne, je vais recommencer loin de tout ça. » Élodie, qui tenait Mathieu dans ses bras, s'approcha d'elle. « Tu seras toujours la bienvenue pour nous rendre visite. Les enfants méritent de connaître toutes les parties de leur histoire, même les plus difficiles. » Claire regarda le bébé dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Merci, » murmura-t-elle, « d'être meilleure que je ne l'ai jamais été. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Antoine retrouva Élodie sur la même plage où tout avait commencé. L'endroit où son jet-ski avait lâché était marqué par une petite bouée, un rappel constant du jour où le destin avait changé leur vie. « Nous allons nous marier ici », proposa soudain Antoine, s'agenouillant dans le sable.
exactement à l'endroit où tu m'as sauvé. » Élodie sourit, ses yeux verts brillant sous le clair de lune. « Tu es sûr? Tu ne préfères pas quelque chose de plus sophistiqué ?» compléta-t-il en riant. « Non, je veux que ce soit ici, là où une femme extraordinaire m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans la capacité à voir la beauté là où d'autres ne voient que misère. » L'organisation du mariage mobilisa toute la famille. Sophie insista pour s'occuper personnellement des préparatifs, transformant la plage en un décor magique. Madame Marguerite prépara des gourmandises spéciales, mêlant recettes traditionnelles et mets fins qu'elle avait appris à apprécier dans sa nouvelle vie. La professeure Béatrice apporta une surprise spéciale. Tous les anciens camarades de promotion d'Élodie, injustement écartés de la médecine, étaient réintégrés dans la profession grâce au travail d'enquête acharné qu'elle poursuivait. Le jour du mariage se leva sur un ciel d'un bleu exceptionnel. La plage avait été transformée en un décor alliant élégance et simplicité. Des fleurs tropicales ornaient un autel rustique en bois apporté par la mer et des chaises blanches alignées dans le sable créaient une allée naturelle menant à l'océan. Les triplés, maintenant âgés de 9 mois, étaient au centre de toutes les attentions. Amélie, vêtue d'une petite robe blanche à ruban bleu, s'exerçait à faire ses premiers pas avec l'aide de Sophie. Mathieu, fort et en bonne santé, arborait un petit costume assorti à celui de son père. Léa, sereine comme toujours, observait tout de ses yeux verts, identiques à ceux de sa mère, portant une robe que Madame Marguerite avait spécialement cousue pour l'occasion. Parmi les invités se trouvèrent des personnes de tous les milieux sociaux. Des cadres de Moreau Technologies étaient assis à côté de sans-abri qu'Élodie avait soignés au fil des ans. Des médecins renommés conversaient avec des pêcheurs locaux. C'était une célébration transcendante les barrières sociales, à l'image de l'amour qui l'avait inspiré. Lucas, qui purgeait sa peine en semi-liberté, reçut une autorisation spéciale pour assister à la cérémonie. Il restait discret, mais ses yeux brillaient d'émotion en voyant Mathieu, le petit guerrier qui l'avait aidé à sauver. Quand la musique commença, tous se tournèrent vers le début de l'allée de sable. Élodie apparut, radieuse, dans une robe simple mais élégante qui flottait au gré de la brise marine. Madame Marguerite l'accompagnait, toutes deux les larmes aux yeux. Antoine, attendant devant l'autel, sentit son cœur s'emballer. Là se tenait la femme qui avait transformé sa vie, qui lui avait enseigné le vrai sens de la richesse et de l'amour. Les vœux furent échangés au son des vagues. Élodie a parlé des secondes chances et des miracles déguisés en tragédie. Antoine a promis d'être non seulement un mari, mais un partenaire dans la mission de rendre le monde plus juste et humain. Pendant la célébration qui a suivi, Sophie a prononcé un discours émouvant. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une union, mais la victoire de l'amour sur les préjugés, de la vérité sur le mensonge, de l'espoir sur le désespoir. » L'Institut Moreau de recherche médicale a annoncé lors de la fête la création d'un programme spécial de bourse d'études pour les étudiants en médecine à faible revenu, baptisé du nom d'Élodie. En fin d'après-midi, alors que les invités dansaient sur le sable et que les triplés dormaient dans les bras de leurs parrains, Élodie et Antoine se sont dirigés vers le bord de la mer. « Regarde !» Elle a pointé vers l'horizon. « C'est là que tu étais quand je t'ai rencontré. » Et là, il a indiqué un point sur la plage. C'était l'emplacement de ton abri de toile. Qui aurait cru, Élodie a souri, que ce jour changerait tant de vies. Antoine l'a serré dans ses bras, regardant le soleil se coucher à l'horizon. Tu sais ce que j'ai appris grâce à toi? Que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Les derniers rayons de soleil peignaient le ciel de rose et d'or, tandis que la brise marine portait des promesses d'avenir radieux. Là, sur cette plage qui avait été témoin de tant de transformations, une nouvelle histoire commençait. Pas seulement pour Élodie et Antoine, mais pour tous ceux dont ils avaient touché la vie et continueraient de toucher. Et ainsi, entre la mer et le ciel, entre le passé et le futur, entre les larmes et les sourires, une vérité se confirmait. Le vrai amour ne connaît